Par ailleurs en Afrique, dans une autre famille, un jeune homme ambitieux avait saisi l'opportunité, il y a plusieurs années, de voyager en France à Paris, pour y étudier la médecine. Il revient en tant que vétérinaire et ouvre un cabinet en ville. C'est un intellectuel qui aime beaucoup lire et il crée un festival national des arts pour mettre en avant le folklore et les musiciens traditionnels. À mesure qu'il vieillit et gagne en popularité auprès de la population locale, il s'intéresse à la politique et fait campagne. Il s'engage dans de nombreuses causes et luttes humanitaires contre la famine et le paludisme. Il a un statut d'administrateur local. Il devient très respecté et acquiert une aisance financière. Il achète de vastes terres et embauche des ouvriers pour cultiver des mangues, qu'il vend en large quantité. C'est un musulman marié avec une femme et père d'un enfant. Un jour, à l'occasion d'un voyage dans un village, il remarque une jeune fille qui n'a aucune qualification académique, elle ne sait ni lire ni écrire. Cependant elle a la réputation d'être très jolie et les gens font des commentaires sur sa beauté dans toute la communauté. Plusieurs hommes sont intéressés à la marier, mais lorsqu'Ali le vétérinaire et jeune politicien venu de la ville lui fait sa proposition, c'est considéré comme une opportunité, un grand honneur et un changement majeur de statut social pour elle. Elle s'installe avec lui en ville dans un cadre de mariage polygame et devient donc sa deuxième épouse. Ils deviendront les parents de ma mère, Ghani. Elle est leur unique enfant ensemble. Cependant, en vrai patriarche musulman, Ali prend une nouvelle épouse, la troisième, et celle-ci lui donnera 8 enfants. L'histoire dira peut-être que c'est à cause de cela que ces 2 premiers mariages finissent en divorce et qu'il reste finalement avec la troisième épouse. Il a au total 10 enfants et il a la réputation d'être un père terrifiant de par sa présence et son autorité. Ma grand-mère quitte la ville et retourne vivre au village, elle prend sa fille avec elle, mais elle ira la confier à sa propre mère dans un autre village et elle refera sa vie ailleurs. Ma mère, Ghani, a donc été élevée par sa grand-mère, et celle-ci l'aimait profondément, mais ma mère avait de profondes blessures émotionnelles et se sentait rejetée par ses parents. Cela ne l'empêchait pas d'être une élève particulièrement sérieuse et appliquée, qui avait d'excellents résultats scolaires. Elle était souvent très malade à cause d'une drépanocytose sévère, mais ses problèmes de santé ne faisaient que la motiver encore plus à réussir. Plus tard, à l'âge de 79 ans, elle décédera en tant que personne la plus âgée vivant avec la drépanocytose dans tout le territoire de la Belgique. La plupart des personnes présentant ces symptômes ne survivent pas au-delà de l'adolescence, mais une grâce de Dieu l'a maintenue en vie jusqu'à l'âge de 79 ans et lui a permis de mener une impressionnante carrière internationale. Pour l'instant, cependant, elle n'est encore qu'une petite fille, dont le zèle et les résultats scolaires sont parvenus aux oreilles de son père, qui vit dans la capitale. Ali s'intéresse à sa fille et celle-ci obtient rapidement une bourse pour étudier à l'université de Paris. Elle suit une formation d'infirmière, mais se sent vite insatisfaite de ce diplôme. Elle se réoriente alors vers un diplôme d'assistante sociale. Ce n'est toutefois qu'en se lançant dans la diplomatie internationale et la géopolitique qu'elle se sentira enfin en paix et épanouie. Elle a trouvé sa vraie vocation professionnelle. Lorsque Roger et Ghani, mes parents, se rencontrent alors qu'ils sont de jeunes professionnels, Roger est un jeune militaire veuf avec 4 enfants. Il est traumatisé par la tragédie de la mort soudaine de sa première femme, qui était enceinte et a fait une chute dramatique dans les escaliers de leur appartement. Il trouve désormais un réconfort à ses tourments et à sa culpabilité dans l'alcool et les femmes. Cela ne l'empêche toutefois pas d'écrire des livres et de s'essayer à différentes activités en dehors de l'aviation et de ses ambitions militaires, comme l'invention d'un matériau de construction innovant en Afrique. Il est créatif et s'intéresse toujours à 1001 choses, tout comme son père Marius autrefois. Quant à Ghani, elle s'efforce de rendre son père Ali fier de ses résultats scolaires et est désormais une étoile montante très populaire, avec d'innombrables cercles d'amis en France, en Amérique et en Afrique. Elle a le don de nouer facilement des liens et de se faire des amis partout dans le monde. Roger et Ghani sont tous deux impliqués dans la nouvelle vague de panafricanisme politique au sein de leur nouvelle génération d'intellectuels africains vivant en France. Ils appartenaient à une génération unique de professionnels post-coloniaux hautement qualifiés et rigoureux. C'était une vague de liberté, d'intellectualisme, de poésie et de fierté panafricaine. Les soirées tardives au son de la musique cubaine ou congolaise étaient fréquentes. De grandes amitiés multiraciales et très loyales se nouaient autour d'alliances visionnaires et de combats politiques. C'est dans cette atmosphère, dans ce contexte précis qu'ils se sentirent attirés l'un vers l'autre. Cependant, lorsque ma mère tomba enceinte, c'était une terrible honte et un déshonneur pour une fille d'Ali, cet homme strict et disciplinaire aux ambitions élevées. Elle a subi un tollé de colère et de désapprobation, et leurs familles sont immédiatement intervenues afin de les contraindre à remettre de l'ordre et à se marier. Le mariage fut donc célébré exactement 1 an après ma naissance.